Salut les zinzins, salut les zinzines, bienvenue pour un Vademecum. C'est le numéro 2 spécial permaculture et avec moi comme invité pour la deuxième fois, Éric Escoffier. Bonjour. Alors merci d'être là Éric. Tu étais venu pour un premier volet sur la permaculture en janvier. Il y avait beaucoup de choses à dire et même là une deuxième émission je suis sûre n'y suffira pas, mais quand même aujourd'hui on va avancer sur des thématiques que tu n'avais pas pu aborder mais aussi sur des actions concrètes. Donc, pour tous les amateurs de permaculture, c'est vraiment un moment de partage pour avoir des super infos. Et puis avec nous, bien sûr, à la technique, très sérieux et souriant, Fabrice qui est avec nous. Alors, Éric, je fais une brève présentation. Donc, toi, en permaculture, tu t'es formé avec les grandes permacultrices et permaculteurs en Australie il y a bien longtemps. Pas en Australie, australien. Ah, australien. Ah oui, c'est vrai. C'était des Australiens, mais ils sont venus. C'est eux qui sont venus ici. Ici ou à Istanbul ou en Afrique, voilà. Ok. Donc non seulement tu les as fait venir, tu les as rencontrés, et ensuite tu les as traduits. Aujourd'hui, tu formes en permaculture. Ça, nous aurons l'occasion d'en parler. Et tu organises aussi des initiations, des sorties botaniques de plantes sauvages comestibles. Donc, ton site, c'est Permaculture sans frontières. Oui. Et puis, on reviendra au fil du temps sur les différentes activités. Si on commençait par les références scientifiques sur lesquelles tu t'appuies. Oui, et compléter donc la précédente, finalement, on n'avait pas cité ces grands noms. On va les citer rapidement parce qu'on peut les trouver dans le site internet, dans l'onglet L'équipe, il y a une biographie, donc tous les noms sont là. Mais bon, donc il s'agit de Marc Bonfils, qui est un Français peu connu en France, assez connu à l'étranger. Et pour tout ce qui est botanique, des grands noms comme Francis Allais, Pierre Liotagui, François Coupland pour notamment l'ethnobotanique, les usages des plantes comestibles notamment. Gérard Ducerf, botaniste, ethnobotaniste, père de la théorie des plantes bioindicatrices des sols, très intéressant. Pour tout ce qui est pédologie, c'est-à-dire la science du sol et microbiologie des sols, c'est bien sûr Lydia et Claude Bourguignon avec leur fameux livre « Le sol, la terre et les champs ». Bon. Marc-André Selos aussi, qui d'ailleurs donne une conférence demain à Marseille à 19h à la bibliothèque de l'Alcazar. Je pense à ne pas rater, sous aucun prétexte. Et puis Hervé Covès, qui est aussi aujourd'hui un mycologue et un microbiologiste des sols français. Voilà, et puis les grandes permacultrices et permaculteurs australiens, évidemment, c'était Bill Mollison, Rosemary Morrow, Robin Francis, Jeff Lawton. Donc 2 femmes, Rosemary Morrow et Robin Francis. Bill Mollison est décédé. Et puis 2 Africains avec qui je me suis formé aussi, très très bons, John Zira et Julius Pitti, et un États-Unien, spécialiste entre autres des climats arides, il est au Nouveau-Mexique, qui s'appelle Joel Glansberg. Voilà, des grands noms. Je cite toujours un livre très important aussi, et là c'est en anglais, de Brad Lancaster, ça s'appelle Rainwater Harvesting, mot à mot la récolte de l'eau de pluie. C'est en anglais, mais c'est très simple à comprendre, c'est bourré de schémas, c'est quand même une bible, donc j'aime bien le citer aussi comme référence principale, on va dire. Et c'est vrai qu'en aparté, tout à l'heure, tu me disais que quand même, pendant un certain temps, dans ce milieu de la permaculture en France, tu t'es senti quand même un peu seul. Disons, il n'y avait pas énormément de transmission et que tu es content qu'il y ait des gens comme Hervé Covès, des personnes comme ça qui formalisent aussi et qui continuent à transmettre très sérieusement le savoir sur la permaculture. Oui, disons que c'est plutôt on avait du mal à connecter la science classique, agronomique, etc. Bon, Hervé Covès, c'est un exemple. C'était un ingénieur agronome qui travaillait sur la culture hors sol chimique de fraises. Mais il a changé complètement. Il s'est mis à comprendre comment ça fonctionne réellement les plantes, tout ce qu'on a dit la dernière fois en fait. Et puis il est devenu un des grands mycologues, un des grands microbiologistes français. Marc-André Selos, c'était pas très connu entre 2010 et 2017, 2018. Voilà. Donc j'avais du mal à avoir des scientifiques pour appuyer
toutes ces connaissances et tout ce que j'ai enseigné en France. Voilà. Bon, maintenant, je suis bien heureux d'avoir contact au moins avec au moins ces deux scientifiques-là. Bon, il y en a d'autres qui évoluent dans le bon sens, on va dire. Je pense qu'on peut peut-être continuer puisqu'on est sur les références. Tu voulais nous parler de 2 vidéos ouais. très très courtes qui sont référencées sur notre site internet, qui illustrent bien ce qu'on a dit la dernière fois et dont on va reparler en partie aujourd'hui. C'est sur la comparaison en fait d'un bon sol et d'un sol agricole. Donc c'est des vidéos de 2 minutes à peu près. Donc à voir absolument, je pense, parce que visuellement c'est très impressionnant. Vous voulez peut-être compléter aussi ce qu'on n'a pas fait la dernière fois, donner au moins 2 exemples on va dire, de retour d'expérience. Je donne un exemple qui est assez intéressant dans les tropiques en Indonésie. Donc, ça s'appelle How to Repair the World, mais je vois qu'il y a une version avec des sous-titres en français. Donc, comment réparer le monde. Donc, ça, c'est référé au même endroit. C'est très intéressant. En 3 ans, on a changé drastiquement la pluviométrie et après une coupe rase de la forêt. En Indonésie, voilà, ça produit, ça nourrit des personnes. Bon, c'est très intéressant à regarder. C'est court, c'est quelques minutes. Et puis une autre qui est chez nous, on va dire. Alors c'est tout près de Lille, mais côté belge, c'est tout près de la frontière. Mais en Belgique, c'est le jardin des fraternités ouvrières de Moucron. Et là, c'est très intéressant. On réfère vers 2 reportages belges de quelques minutes aussi. On voit que c'est des systèmes multi-étagés avec de l'ombre. Alors on est en Belgique, on n'est pas en plein centre du Var ou sur les collines marseillaises avec beaucoup de soleil, mais ils ont des systèmes multi-étagés très diversifiés, très densifiés, donc beaucoup de plantes serrées et une diversité phénoménale, un sol exceptionnel. Ils produisent énormément de choses. Enfin, c'est un bon exemple. Ils prétendent pas faire de la permaculture, mais en tout cas, ça s'en approche. Et c'est quelque chose de beau à comprendre et à voir, quoi. Oui, et puis c'est un peu ce que certains qui se mettent à la permaculture ont envie d'aller vers, d'obtenir ces résultats en termes de diversité, de production, de respect des sols. Et pour tout ça, il faut comprendre aussi comment ça marche. Je te propose de quand même nous refaire pour faire une transition, une définition de ce qu'est pour toi la permaculture. Alors, c'est pas pour moi. La définition officielle, c'est même si en France, des fois, on entend chacun donne sa définition, je sais pas pourquoi. Non, il y a une définition officielle des fondateurs, on va la respecter. Non, mais c'est bien de le dire. Donc, la permaculture, c'est un système de conception. Alors, conception, c'est traduction pour le mot design, en fait. C'est conception, aménagement, planification, organisation. Donc, il y a l'espace et il y a le temps dans les deux. Donc, un système pour concevoir, organiser un système, une science et une méthode, pour concevoir, organiser des systèmes humains qui produisent plus qu'ils ne consomment en énergie totale. Alors c'est venu pour corriger l'agriculture qui aujourd'hui consomme 20 calories pour en produire une. Donc face à ce drame qui date de 10 000 ans, 12 000 ans en fait, Bill Mollison et puis ensuite David Holmgren on dit, mais non, mais il faut faire autre chose, il faut faire des systèmes productifs qui produisent plus qu'ils ne consomment en énergie, et d'ailleurs au mètre carré aussi, et c'est comme ça qu'est née la permaculture dans les années 70 en Tasmanie, en Australie, quoi. Le drame, il a été exponentiel avec quand même l'appauvrissement des sols et la mauvaise gestion des espèces, des arbres arrachés, tout ce qui s'ensuit. Oui, on avait dit, on a commencé à déforester il y a 12 000 ans le pourtour méditerranéen, mais enfin il y a 5-6 000 ans, c'était rasé, quoi, en gros. Donc on a peut-être aggravé la chose. C'est plus des esclaves. Enfin oui, on a des esclaves invisibles dans notre système. L'agriculture est intrinsèquement esclavagiste. Mais il y a du pétrole aussi. Avant, c'était que des gens qui travaillaient à la main. Bon, c'est la différence, mais sur le fond, ça n'a pas changé. Ça s'est juste un peu aggravé, quoi, disons. Alors donc, tu voulais nous parler de l'importance des micro-organismes pour l'abreuvement et les racines. Voilà, c'était quand même une des grandes conclusions de la première partie, de la première émission. Donc j'ai insisté, on n'insistera jamais assez peut-être, mais enfin bon, les plantes. Donc quand je dis plantes, il faut bien comprendre que ça inclut les arbres, les arbustes, les espèces qui ont du bois, les espèces ligneuses, c'est pas que les herbacées, mais les plantes en général, dont nos cultures, mais aussi des plantes sauvages, les arbres des forêts, etc., ne savent pas se nourrir elles-mêmes.
leurs racines ne savent pas capter l'eau et les nutriments dans le sol de manière autonome. Elles le font très très mal en agriculture et ça consomme 20 calories parce qu'il faut les abreuver, il faut leur donner des engrais et des pesticides. Mais c'est parce qu'elles ne fonctionnent pas. Voilà. Donc les plantes ne savent pas se nourrir de manière autonome, elles sont abreuvées et nourries par des micro-organismes, bactéries, champignons, on avait parlé la dernière fois, on va en reparler aujourd'hui de manière un peu plus forte, mais c'est vraiment ça qui nourrit les plantes. Voilà, on avait donné des chiffres la dernière fois, notamment on avait parlé des champignons mycorhiziens, donc ces filaments qui nourrissent et abreuvent les racines, qui prospectent le sol et qui multiplient par 10 000 la capacité des racines à prospecter et capter l'eau et les nutriments dans le sol. J'avais donné des longueurs cumulées de filaments de champignons mycorhiziens associés à un seul chêne, j'avais donné de l'ordre de 40 000 km, mais aujourd'hui on a des chiffres, grâce à Hervé Covès d'ailleurs, qui a cité certaines études, où on arrive à des millions en fait de kilomètres. Ah ouais, alors déjà, moi j'ai beaucoup étonné mon entourage avec les 40 000 kilomètres. Mais c'est très fin, c'est très très fin. Et c'est immense, c'est un réseau immense en fait. Ça connecte les arbres entre eux au passage, et toutes les plantes entre elles, ça connecte toutes les espèces de la forêt entre elles. Voilà. Et outre nourrir, elles assurent, tous ces micro-organismes, en général, pas que les mycorhiziens, assurent aussi la perméabilité du sol. Et donc c'est grâce à eux qu'on n'a pas d'inondation dans les systèmes naturels. Et quand on rase les forêts, on va avoir des inondations évidemment. C'est ce qu'on constate. C'est aussi grâce à eux que, parce que le système est perméable, on ne perd pas l'eau. Et donc, il y a de l'humidité dans le sol, on recharge les nappes phréatiques, ce qui n'est pas le cas lorsque ces champignons ne sont pas présents. Donc, je pourrais résumer en disant que tous nos problèmes viennent simplement du fait qu'on n'a pas ces micro-organismes dans le sol, dans nos sols, que ce soit en agriculture ou ailleurs, dans nos massifs déforestés, rasés, etc., maltraités. L'élevage et les moutons, tout ça, c'est catastrophique aussi de ce point de vue-là. Historiquement, c'est ça qui a rasé, et c'est ça qui a amené nos sociétés dans la paupérisation globale dans laquelle on est, parce que la plupart des gens sont pauvres aujourd'hui. Mais pourquoi ? Parce que les 20 calories, il faut bien les sortir de quelque part. Donc, ça se crée pas, les calories. Voilà. Donc, tout ça, c'est les micro-organismes, y compris la fixation de l'azote, qui est une obsession pour l'agronomie, alors que l'azote est tout à fait gratuit quand on a les micro-organismes. Voilà. Donc, tout ça marche à condition qu'on respecte les lois du système naturel que j'avais énoncées la dernière fois. Donc, pas de travail du sol, pas de mélange ni d'inversion de ce qu'on appelle les horizons pédologiques, donc les différentes strates du sol dont on avait parlé un petit peu la dernière fois. Le sol toujours couvert, litière ou mulch, les deux mots sont synonymes. Litière dans les systèmes sauvages, feuilles, branches mortes, mulch, c'est ce qu'on va apporter nous dans nos systèmes s'il n'y en a pas au début. Ça peut être aussi un couvre-sol vivant. Voilà, on en parlera un petit peu parce qu'il y a des mauvais mulch et des bons mulch, on parlera à la fin. Ça, on en parlera tout à l'heure. Et puis, grande diversité de plantes. Enfin, voilà, c'est à condition qu'on ait toutes ces lois respectées, le système fonctionne de manière autonome, spontanée. Je cite peut-être le titre du livre, le sous-titre du livre de Marc-André Selos, voilà. Parce que ça insiste lourdement sur tout ça. Le titre, c'est « Jamais seul, ces micro-organismes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations ». C'est-à-dire que et il aurait pu rajouter et le climat et les microclimats. Il le dit d'ailleurs ailleurs. Donc voilà, tout ça, nous, nos sociétés, nous en tant qu'animal, les autres animaux, les végétaux, parce qu'on mange, tout ça est conditionné par les micro-organismes du sol. On va faire une pause musicale avant de vous apporter des bonnes nouvelles sur ce qu'apporte la permaculture. Bye.
vient de s'écouter Svadba, le mystère des voix bulgares, et on continue avec Éric Escoffier sur la permaculture. Alors moi, ce que je trouve super, Éric, quand je discute avec toi, c'est que c'est vrai qu'on est dans une éco-anxiété, on est dans quelque chose de climaticide avec des alertes, beaucoup de confusion écologique, et tout ça, c'est rempli de problèmes. Et toi, ton discours, eh bien, il va à l'inverse. Il va vers les solutions. Dans ce que tu disais tout à l'heure, ça me faisait penser que finalement, au départ, quand tout va bien, quand le vivant est respecté, les plantes, elles sont autonomes. Elles sont donc capables non seulement de se nourrir, de se reproduire. Et tout ça, ça marche à la perfection sans dépenser de calories, parce qu'il y a l'intelligence du vivant. Et que finalement, l'humanité, elle a quand même bien mis à mal tout ça. Mais voilà, ton discours, il est positif, il est rassurant, et ça donne envie de se remonter les manches. Et pour tous ceux qui sont dans ces domaines, peut-être de se former pour produire de manière plus simple et plus écologique. Ah oui, et déjà plus efficace, sans énergie, sans eau, sans pesticides, etc. Et de fait, évidemment, plus écologique, mais au moins plus efficace. On n'a plus besoin, si on sort des modèles agricoles et qu'on respecte ça, on n'a plus besoin d'être esclave de nos cultures, ce qui est le cas aujourd'hui. Et on n'a plus besoin d'être esclave tout court. Voilà, et tout à fait. Et cette équivalence dont on avait parlé la dernière fois, si on injecte des plantes dans un sol, même un désert, alors des graines, etc., bon, voilà, il y a des façons de le faire, et bien finalement, on va créer de l'eau, parce qu'on va créer des plantes, ça va créer une couverture, on va créer ces micro-organismes, et on va créer de l'eau, on y reviendra, une eau biologique, on va dire. On y reviendra après. Parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler d'eau. Peut-être avant, est-ce que tu peux nous citer quelques principes de la permaculture que tu as envie de mentionner? Oui, c'est vrai que la dernière fois, on n'avait pas trop eu le temps. On fait le choix de ne pas en parler plutôt. Oui, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Oui. Bon, alors il y a une cinquantaine de principes qui sont universels, valables partout, contrairement aux stratégies ou techniques qui ne sont jamais universelles, qui dépendent du lieu et du groupe. Bon, je ne reviens pas sur ça, mais on peut en citer 2 ou 3. Donc, un majeur, c'est que plus il y a de diversité dans nos systèmes de plantes, mais ensuite, forcément, qu'il y a une diversité de plantes, il y a les insectes, les oiseaux, les batraciens, les reptiles, etc., qui tous ont un rôle majeur, mais diversité de plantes importante. Et plus ça va être productif, se nourrir tout seul, fonctionner tout seul. Ça va aussi être capable de résister, de s'autoréguler, de résister à des perturbations, à des maladies, ce qu'on appelle la résilience aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Souvent, c'est l'autorégulation du système, ou sa capacité à ne pas être affecté par des perturbations extérieures. Voilà. Donc tout ça, ça dépend de la densité et de la diversité. Et plus un système est diversifié en espèces végétales, plus ses racines vont se connecter à des champignons diversifiés aussi pour les mycorhiziens, etc. Et plus on va pouvoir serrer nos plantes. Et donc, la diversité nous donne l'autorisation de densifier horizontalement, mais aussi verticalement, donc de multi-étager. Et on verra que c'est crucial, nos systèmes, pour produire beaucoup plus, pour fonctionner, pour capter l'eau atmosphérique. Enfin, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est un premier principe, augmenter la diversité et, du coup, la densité horizontale et verticale. Et ça nous change en agriculture, de tous ces champs avec juste une seule variété non autonome. Ces systèmes extrêmement simplifiés à l'extrême en fait, ne fonctionnent pas, ne se nourrissent pas, ne s'abreuvent pas, sont malades justement parce qu'il manque de complexité, il manque d'interaction entre les éléments du système. Puis ils sont malades et ils rendent malades, c'est ça qui est pas drôle. Voilà. Un autre principe que je trouve génial, c'est que la lenteur à laquelle une ressource traverse le système fait une plus grande différence que la quantité de cette ressource dans le système. Explication. Pas beaucoup d'eau, pas beaucoup de nutriments, mais qui traverse notre système lentement. Ça vaut pour le sol, ça vaut pour les plantes, ça vaut pour nous aussi. Oui, c'est le vivant. Ça veut dire qu'il y a des interactions entre cette ressource et les différents éléments du système qui vont permettre au système de fonctionner. Une autre façon de dire, c'est qu'on peut cycler les ressources. Elles passent lentement et même elles repassent plusieurs fois dans le système. C'est typique pour l'eau, on verra un exemple.
où très peu d'eau bien utilisée va être utilisée plusieurs fois par la même plante pendant 24 heures et va permettre de la faire fonctionner. Voilà. Donc ça, c'est un principe très important. Beaucoup de petits valent mieux que peu de grands. C'est un petit peu lié, parce qu'on comprend bien que si on a beaucoup de petites structures, par exemple de gestion de l'eau dans notre pente, dans notre paysage, plutôt qu'une grosse retenue collinaire, une grosse mare, ça marchera beaucoup mieux, un peu pour les mêmes raisons. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet de lisière. C'est aux surfaces, aux interfaces, que ça produit le plus, ça fonctionne le mieux. Et donc, pareil, beaucoup de petits valent mieux que peu de grands. Et pareil, le fait de cycler, de traverser des surfaces d'échange, voilà. La vie, c'est des échanges. Plus il y a de surfaces d'échange, plus ça fonctionne. Et la vie, ce sont des processus, ce sont des flux, ce sont des interactions. Ce n'est pas des objets. Si on va dans une forêt qu'on voit que des arbres, on ne voit que des objets ou des oiseaux. C'est pas ça la forêt. La forêt, c'est invisible. C'est les processus, les forces, les flux, les interactions, sans compter les micro-organismes qui sont aussi invisibles. Voilà, bon, c'est un rapide survol. Il y en a 50. Bon, bien sûr, mais c'est intéressant déjà avec ces deux principes, la densité et la lenteur, on comprend densité, déjà diversité, ouais, densité, diversité, on comprend déjà des choses. Il y a des principes pour l'eau, je pense qui sont très importants, mais je pense qu'on n'a peut-être pas le temps de trop en peut-être parler. que, comme on va parler de l'eau tout à l'heure, tu verras si à ce moment-là tu as envie d'en parler. Je te propose, il y a des clés dans les systèmes régénératifs, dont des clés méconnues dont tu avais envie de nous parler. Oui, voilà, ça c'est un petit peu la synthèse que j'ai faite de toutes mes propres expériences et formations avec des personnes que j'ai citées notamment. C'est que finit par émerger quelques clés, j'appelle ça des clés, on pourrait l'appeler autrement, qui font une énorme différence dans nos systèmes. Et donc, on va commencer par ça. Donc, la première chose que l'on doit comprendre, c'est notre microclimat, avoir une compréhension fonctionnelle du microclimat. J'entends beaucoup dire climat sec, climat chaud, climat froid, climat humide. Ça n'a pas de sens. Il y a une seule chose qui fait du sens. Est-ce qu'à un moment dans l'année, j'ai une ou des périodes où j'ai en même temps suffisamment de chaleur et suffisamment d'humidité dans le système? La conjonction de la chaleur et de l'humidité, c'est les deux clés de la dynamique végétale. Donc, on dit toujours le Sahel, c'est difficile, mais au Sahel, quand il pleut, il fait chaud. La Sibérie, le Canada, on y va en été, il fait chaud et humide pendant deux mois, c'est l'équateur, quoi. C'est là où il y a le plus de moustiques au monde, c'est au Canada. En saison d'été, parce qu'il y a de l'humidité dans le système, il y a de l'eau d'été. Nous, on a probablement un des climats les plus difficiles de la planète, parce que chez nous, en hiver, ça pousse pas, parce qu'il fait froid, et en été pendant plusieurs mois parfois, moi j'ai connu des 6 mois sans une goutte d'eau, parfois 12 mois d'ailleurs, là où je faisais mes expérimentations dans le centre du Var, il n'y a pas une goutte d'eau. Donc ça pousse, on n'a pas de saison de végétation. Et c'est pour ça que les plantes sauvages d'ailleurs poussent un petit peu en hiver. Dès qu'il fait un peu chaud en journée, on a la chance d'avoir des journées chaudes en hiver chez nous. Bon, là, ça se met à pousser. Le romarin se met à fleurir, par exemple. Mais donc, il faut comprendre qu'on a un des climats les plus difficiles de la planète parce qu'on n'a pas d'eau en saison chaude. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, première clé. La deuxième clé, c'est de comprendre le plus gros pattern, le plus gros processus dans les systèmes naturels, c'est que si on ne fait rien, les systèmes se referment. Si on prend un système dit ouvert, c'est-à-dire après un incendie ou un simple champ agricole ou une simple prairie, en gros un système où le soleil rentre massivement jusqu'au sol, ça s'appelle un système ouvert. Et si on ne fait rien, on n'a pas d'animaux, on n'a pas d'activité, on ne fauche pas, ça va repartir vers la forêt. Donc, on parle de stade pionnier, avec des séries pionnières. Donc, ce qui va démarrer en premier sur un champ à nu, labouré, qu'on arrête de travailler de labourer, on aura des espèces pionnières. Et puis, ça va finir avec des espèces dites du climax. Le climax, ça va être l'évolution terminale de la forêt dans un climat donné. Et voilà. Et cette horloge dynamique, elle est là. Elle est là, qu'on le veuille ou pas. Et donc, si on lutte contre cette horloge, on consomme des calories, on s'épuise, on n'est pas efficace. Donc, il faut utiliser cette dynamique des peuplements végétaux qui vont de l'ouvert vers la forêt, en fait. Et ce ne veut pas dire qu'on va se bloquer à tel ou tel stade, on peut choisir, mais en tout cas, on doit comprendre et utiliser cette dynamique pour travailler avec elle, la faire travailler pour nos systèmes et non pas lutter contre elle en permanence. Est-ce que pour les personnes qui veulent faire de la permaculture pour un potager ou autre, tu as un exemple concret à donner de ces clés?
Comment on utilise ton information? Oui, on va voir peut-être après quand on met en place comment démarrer par exemple un système, un exemple, une façon de démarrer un système de maraîchage ou de potager par exemple, on va utiliser massivement justement ces fameuses espèces pionnières. Par exemple. Bon. Les espèces pionnières, c'est des espèces définition. Sont... Oui, voilà, c'est ça. Il me manque un truc là. On dit c'est celles qui viennent en premier après un incendie ou sur un sol à nu, etc. C'est celles qui poussent spontanément en premier. Mais la vraie définition, c'est capable de germer et de croître en pleine lumière. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des plantes. Si vous prenez un chêne, que vous semez des glands en pleine lumière, dans nos régions, il ne passera pas le premier été. Lui, c'est une espèce du stade terminal qu'on appelle climax, on appelle ça une espèce climatique. Elle a besoin de l'ombre des espèces pionnières au-dessus d'elle pour pouvoir germer et croître, en tout cas passer le premier été. Tandis qu'une herbacée de nos prairies ou un pin d'Alep, c'est un arbre, c'est un pionnier, lui, il est capable de germer et de croître en pleine lumière. Et il va faire de l'ombre pour permettre justement à toutes ces autres espèces moins pionnières qu'elles de pousser dessous. C'est comme ça que sous les pins, on voit tous ces sous-bois et les chênes qui arrivent derrière sous le pin. Il y a un ordre du plus grand qui permet de... Pas du plus grand, du plus pionnier vers le plus climatique. Voilà. Et d'ailleurs, ça nous amène à une autre clé très importante, c'est qu'en réalité, la photosynthèse marche mieux sous un certain degré d'ombre qu'en pleine lumière, globalement. Donc, moi, je fais exprès de choquer un peu les gens en disant la photosynthèse se fait à l'ombre. C'est une grave erreur de l'agriculture d'avoir une plante en plein soleil. Donc, bien sûr, il y en a quelques-unes qui sont capables de pousser en plein soleil, capables d'eux, c'est les pionnières. Mais même ces pionnières-là, capables d'eux, même une aloe, un cactus, une figue de barbarie, etc., préférera un certain degré d'ombre. Puis après, si c'est beaucoup trop sombre, évidemment, ça ne va plus lui convenir. Mais donc, chaque espèce a ce qu'elle préfère, ce qu'elle tolère. Voilà. Mais c'est toujours avec un certain degré d'ombre que ça pousse le mieux. Et en Belgique, dans l'exemple qu'on a donné, à Moucron, il y a un multi-étagement. Pourtant, en Belgique, l'été, il y a des nuages. On n'est pas ici avec le soleil de chez nous. Et malgré tout, tout ça fonctionne. C'est-à-dire que les photons sont captés aux divers étages, au fur et à mesure qu'ils tombent, les graines de soleil, les graines de lumière, et convertis en production végétale à divers étages, de manière à ce que on optimise ce qui fait que les systèmes naturels sont multi-étagés en réalité. Alors, bien sûr qu'une forêt très très sombre, au stade de climax très très sombre, on arrive à un moment où dessous, il n'y a plus que les spécialisés dans l'ombre qui vont pousser. Du lierre, du fragon, de l'arôme, peu importe, chez nous. Mais si on est dans un degré d'ombre, on va dire intermédiaire, ça poussera mieux. Donc à nous de piloter le degré d'ombre que l'on veut, selon ce que l'on veut faire pousser, cultiver, reforester. Mais en tout cas, il faudra de l'ombre pour faire démarrer des forêts de chênes, par exemple, il faudra de l'ombre. Ok, on va se faire une petite pause musicale avant de poursuivre. Si tvoj se შემომეთ რადუჩი თითქოს გული დაგჭეროდასხია ვარდობის დღეს როგორ გავძლო მარტო ყვავილების ფიფქი ცვილაცინა ყვავილების სურნელება მაყრო Čkara toremia samni surne Drogata zgaza pchulis lias Si ťabuge si zemali vicava
vient d'écouter les polyphonies traditionnelles géorgiennes. Donc, c'est les Georgian Voice et c'était enregistré, vous l'avez peut-être entendu, dans un restaurant. On entendait des bruits de couverts. Donc, nous, on en est aux clés méconnues dans les systèmes régénératifs. Tu voulais poursuivre sur la non-concurrence globale. Oui, en fait, c'est plus une clé, c'est un peu un constat. Quand tout fonctionne bien et c'est naturel, finalement, même s'il cohabite des relations, des interactions entre les éléments du système, parfois de compétition, ça existe bien sûr, mais la résultante globale est toujours plus de productivité, plus de symbiose, plus d'efficacité et finalement une non-concurrence. Tu sais, je donne toujours l'exemple. Notre corps, on a un cœur. Il envoie du sang aux muscles, au cerveau, au foie. Est-ce qu'on dit qu'il y a concurrence entre le cerveau, le foie, les muscles pour le sang ? Non. Bien sûr qu'il y a concurrence. Mais il y a une répartition quand ça fonctionne bien. Voilà. Mais c'est la même chose. Le système fonctionne bien et au niveau au-dessus, au niveau de l'organisme entier, au niveau de la forêt, au niveau de l'écosystème, en fait, ce qui va dominer, c'est les relations de symbiose, donc d'échanges mutuellement bénéfiques, toujours productifs, excédentaires, autorégulateur. Voilà, c'est contrairement à l'agriculture, puisqu'on enfreint les lois, donc ça ne se passe pas comme ça en agriculture. En agriculture, tout est concurrentiel. Ça, c'est des clés générales fondamentales. Là, je voudrais aller un petit peu plus vers quelque chose de concret, parce que j'ai beaucoup de questions sur ça dans les conférences, etc. C'est quelque chose que je développe dans les formations. Beaucoup de gens me disent, alors le rapport carbone sur azote, et puis là j'ai de la paille, là j'ai de la sciure, là j'ai de l'urine, là j'ai des excréments, qu'est-ce que je fais, comment je fais ? Donc effectivement, il y a une chose qui est importante pour le sol, pour les micro-organismes, pour les plantes, c'est ce fameux rapport carbone sur azote. Bon, voilà. Donc il y a, le message important, c'est qu'on n'a pas besoin d'instruments pour savoir évaluer assez précisément le rapport carbone sur azote des matériaux qu'on trouve couramment dans son jardin ou dans son potager ou dans son maraîchage ou dans sa forêt. Donc, je ne vais peut-être pas détailler beaucoup parce que ça va nous prendre du temps, mais je donne juste une chose. Par exemple, l'urine, c'est extrêmement azoté. On va dire que le rapport carbone sur azote, c'est 1. Ça veut dire que, alors qu'on va dire que l'optimum pour le sol, admettons l'humus, c'est à peu près 12, 15. Donc, ça veut dire que l'urine est 12 fois trop azotée pour mettre directement pour de la fertilité, on va dire. À l'inverse, la paille, ça va être peut-être 100, 200, ça peut aller jusqu'à 300. Donc, c'est quasiment que du carbone. Et le bois, c'est 600, 800, c'est quasiment que du carbone. Donc, évidemment, on comprend bien que si je mélange très peu de paille dans de l'urine, j'ai quelque chose de très azoté. Et si je mets peu d'urine dans beaucoup de paille ou dans beaucoup de sciure de bois, c'est quasiment que du carbone. Et donc ça, je peux le piloter parfaitement. Voilà, donc bon, ça nous impactera beaucoup pour comment faire un bon compost. Essentiellement, comment ne pas... Quand c'est trop azoté, c'est toxique. J'ai dit, il ne faut pas avoir plus de 12 fois moins d'azote que de carbone. Donc voilà, il faut faire attention à ça. S'il y a trop de carbone, c'est pas grave. Ça sera décomposé plus lentement, éventuellement par des champignons, surtout si c'est du bois. Alors que la cellulose, ça sera plutôt des bactéries. Mais ça ira. Mais quand c'est trop azoté, on va rapidement à des catastrophes. Bon, il y a un autre ratio, je ne vais pas en dire plus, mais c'est le rapport R sur eau. Si j'ai de la matière organique très trempée, l'eau, on l'a dit, c'est toxique pour le sol et les plantes. Ça tue les micro-organismes aérobies qui nourrissent ces fameuses bactéries, champignons qui nourrissent. Voilà. Donc voilà. Donc ça nous donne des clés aussi. Et puis le mulch. On me parle beaucoup de mulch. Je ne vais pas détailler. Peu importe à la limite la matière. Même des cailloux peuvent faire un très bon mulch. Par contre, la granulométrie du mulch est cruciale. Dès qu'elle est trop fine, ça ne marche pas du tout. Donc là, je vous invite à aller voir une des vidéos qu'on a sur notre chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube s'appelle Permaculture sans frontières. Et vous verrez, il y a une vidéo qui parle du mulch. C'est vraiment des clés très, très importantes. Oui, parce que tu disais que si c'est trop fin, ça... empêche les échanges gazeux. C'est ça empêche les échanges gazeux. Donc, c'est quoi qu'on pourrait mettre qui serait trop fin et qu'il faut surtout pas mettre du coup ? La sciure à proscrire totalement. Les copeaux à proscrire aussi, parce que même si c'est large, c'est trop fin, ça va compacter. Voilà. Le meilleur des mulch reste le broyat de branches, un peu grossier. Il ne faut pas que ce soit trop fin.
de n'importe quelle branche. On peut avoir du noyer, du pin, tout ce que les gens mettent pas, de l'agrumes, soi-disant des bactéricides et tout ça. Il n'y a aucun problème tant qu'on le met en mulch. Je rappelle que le mulch, c'est au-dessus du sol. Hein. C'est pas du BRF, c'est pas du compost. On le pose au-dessus du sol et on va jamais ni le mélanger, ni l'enfouir. D'accord, ça on l'avait bien dit la fois dernière. Tout à fait. Donc là, il n'y a aucun problème. On peut mettre tout ce qu'on veut en mulch tant que la granulométrie est pas trop fine. On va pas mettre des trucs toxiques, évidemment, quand même. Hein. Voilà. Ok. Et donc maintenant, je te propose de nous parler les forces et les processus cruciaux les plus puissants sont invisibles. Donc c'est toujours dans la nutrition des racines et tu vas nous parler la trame des champignons, donc les fameux mycorhiziens et saprophytes. Exactement. Voilà, j'ai bien noté. Hein. C'est ça. C'est l'idée que encore une fois, ce qui est crucial, c'est pas les objets, c'est les processus, c'est les interactions, et finalement, elles sont invisibles à l'œil, à notre œil. Donc, la dernière fois, on avait bien parlé quand même des champignons mycorhiziens. On avait donné des chiffres, j'ai redit au début tout à l'heure, voilà, très bien. J'avais pas du tout spécifié que en gros, il y a deux types de champignons mycorhiziens. Il y a ceux qui pénètrent dans les racines des plantes, à l'intérieur. Ça s'appelle des endomycorhizes. Donc, c'est des filaments qui vont pénétrer dans les radicelles. Et il y a une connexion directe entre la sève de la plante ou de l'arbre hôte et les flux qui sont dans le champignon. Les champignons charrient de l'eau, de l'eau avec tout un tas de choses dedans. Et puis, il y a les ectomycorhizes qui, elles, sont autour, qui entourent la racine comme des chaussettes, pénètrent un petit peu entre les cellules extérieures de la racine, mais ne pénètrent pas dans les cellules et ne connectent pas la sève directement. Donc ça, il y a beaucoup de choses sur Internet qu'on peut trouver sur ces choses-là. Donc ça, c'est les deux trames de champignons mycorhiziens. Et il y a des espèces qui sont ectomycorhizées. Par exemple, les espèces du stade terminal, climax, dont on a parlé tout à l'heure, déforées, tempérées ou polaires, sont ectomycorhizées. Les chênes, les hêtres, par exemple, sont ectomycorhizés. Les résineux le sont pour la plupart. Le pin, par exemple, est ectomycorhizé. Ok, même s'il est pionnier, ce que j'ai dit n'est pas tout à fait, précis. Hein. Enfin, c'est pas précis, mais c'est pas des boîtes étanches, ces catégories-là. Tous les autres, toutes nos plantes cultivées, tous nos légumes, tous nos fruitiers, toutes les plantes pionnières, soit les plantes pionnières qu'on a en sauvage, que ce soit chez nous, elles sont endomycorhizées. L'aubépine, les genêts, la tomate, voilà. En agriculture, non. Parce que je rappelle qu'en agriculture, on n'a aucun de ces micro-organismes-là, ni bactéries, ni champignons. Hein, d'accord ? C'est complètement stérile, en fait, dans l'agriculture. Complètement. On a enlevé de quoi... Voilà. Et donc, ces champignons, je l'avais dit, mycorhiziens, abreuvent et nourrissent les racines. J'ai dit, multiplie par 10 000 la capacité, etc. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et puis, il y a une trame dont je n'ai pas parlé et qui est vraiment très importante, qui sont les champignons. Alors, les micro-organismes en général, bactéries et champignons, saprophytes. Alors, ça veut dire quoi, saprophytes ? Ça s'écrit avec PHY à la fin. Ça veut dire qu'ils décomposent la matière organique morte. Alors, la matière organique morte, c'est quoi ? Ça peut être des cadavres d'animaux, évidemment, mais ça va être des feuilles et des branches tombées sur le sol. Mais... et c'est crucial, c'est aussi la biomasse déchétuaire des racines. C'est quoi ? C'est les racines qui meurent dans le sol chaque année. Et il faut savoir qu'un arbre, par exemple, mais c'est vrai pour toutes les plantes, herbacées, arbres, perdent à peu près la moitié de leur biomasse racinaire qui meurt chaque année dans le sol. Et ça injecte énormément de fertilité dans le sol. C'est même la plus grande fertilité qu'on puisse apporter au système, en fait, de faire mourir des racines dans le sol, parce que ça va nourrir ces fameux champignons saprophytes qui sont dessous. Donc, et ça se fait naturellement. Et ça se fait tout seul. Donc, il y a ceux qui sont un peu plus en surface, qui décomposent la litière et qui font de l'humus et le terreau, très bien. Et puis, il y a ceux qui sont dans le sol, qui vont décomposer donc cette biomasse déchétuaire des racines. Et là, c'est essentiellement des champignons, parce que c'est du bois. Non, c'est pas vrai. Si c'est des racines d'herbacées, ça peut être tout à fait consommé par des bactéries. Voilà, c'est très important aussi. Quand on met de la bourrage, ça fait beaucoup de racines. Ça donne c'est décomposé en produisant des carbones et des nutriments très facilement solubles, assimilables par les plantes. Je vais y revenir après. Mais voilà, donc ces saprophytes, ils sont cruciaux. Ils sont cruciaux pourquoi ? Parce que quand ces saprophytes décomposent du bois mort, par exemple, parce que je parle de bois parce que c'est les plus grosses masses qu'on peut avoir dans un système, c'est plus du bois, des grosses branches, des troncs morts que des bouts d'herbacées de borrache, hein, d'accord. Mais bon, il se passe deux choses cruciales. Il y a une fabrication de molécules d'eau natives
parce que le H qui est dans la matière organique va être associé à de l'oxygène. Ça profite, je redis, tous ces micro-organismes, tous sont aérobies, donc il y a de l'air, il faut qu'il y ait de l'air dans le sol. On avait parlé de la perméabilité, s'il n'y a pas d'air dans le sol, ça ne marche pas. Et bon, avec l'oxygène de l'air qui est le moteur de ça va rejeter de l'eau, H2O, un peu comme si on brûlait du bois, sauf que là, c'est brûlé à température basse, et c'est fait par les voies enzymatiques, biochimiques. Et donc, ça crée de l'eau, et des quantités d'eau importantes dans le sol. Et la deuxième chose que ça crée, c'est des nutriments directement ou indirectement assimilables par les racines. Ça crée des glucoses, des sucres directement captables par les racines. Ça crée des lipides, ça crée des acides aminés, voire des protéines. Ça crée des vitamines, c'est les aliments cruciaux des racines des plantes. Et ça bypasse la photosynthèse. C'est-à-dire ça supplée à la photosynthèse. Si la photosynthèse marche mal, notamment dans nos climats en été, chez nous, quand on n'a pas fait ce qu'il faut, on n'a pas les multitâchements, la photosynthèse s'arrête complètement dans nos systèmes. Et si on a beaucoup de bois mort au sol, on aura beaucoup de champignons saprophytes. Ils vont continuer de nourrir nos plantes, nos cultures, ou notre forêt, qui est en train de se dégrader peut-être, soit directement assimilés par les racines, soit via les champignons mycorhiziens. Mais des nutriments élaborés, pas des ions ammonium, des ions nitrates. Des choses exploitables. Voilà. En fait, directement des résultats de la photosynthèse, mais là, qui sont fabriqués dans le sol par ces micro-organismes en dégradant la matière organique morte. Ça, c'est important de comprendre ça. Et en plus, cette eau native, elle fait vraiment penser à la fertilité, parce qu'il y a dégradation de la biomasse. Ensuite, création d'une eau native, donc ça c'est la fertilité, et ensuite de quoi nourrir, c'est le respect du processus du vivant. Complètement. Et cette eau, tu vois bien qu'elle n'est pas liquide en fait, elle est créée et elle est sous forme d'humidité dans la soupe du sol, on va dire, qui grouille de bactéries et de micro-organismes, de toutes ces trames de champignons, qui immédiatement s'en emparent de manière très fine dans leurs capillaires, c'est de l'ordre du micron, donc c'est pas l'eau liquide, c'est pas de l'eau abiotique. Abiotique, ça veut dire non lié à la vie. Là, c'est de l'eau biotique, puisqu'elle est créée par la vie et elle est gérée et mise en circulation dans toutes les parcelles sur des kilomètres par ces fameuses trames de champignons. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que ces trames de champignons saprophytes, en plus de créer de l'eau et des nutriments, sont entourées d'un manchon d'eau qui se déplace à vitesse assez élevée, c'est à peu près 2 mètres par heure, et qui charrie des bactéries, notamment les bactéries fixatrices d'azote, qui peuvent donc les amener d'un endroit où il y a plus d'azote vers un endroit où il y a moins d'azote, et qui charrient de l'eau, qui sont capables de monter de l'eau du bord de la rivière ou de la flaque ou de la mare à 50 mètres de dénivelé, à 150 mètres de distance. Donc, ils charrient de l'eau au même titre que les mycorhizes charrient de l'eau. Et donc, les saprophytes profitent, là le jeu de mots est vraiment là, à la fois aux plantes et aux champignons mycorhiziens, aux 2 autres trames de champignons. Donc c'est vraiment crucial. Alors, ça c'est de l'eau invisible. Ça c'est de l'eau invisible. Et de l'eau biotique. Alors avant de continuer à parler de l'eau, on va se faire une petite pause musicale et donc on va poursuivre ensuite sur une démonstration sur des moyens de captation de l'eau avec une expérimentation de Hervé Covès. Voilà. Alors donc, par rapport à la captation de l'eau, très brièvement, tu voulais nous parler de cette expérimentation de Hervé Covès et j'aimerais qu'on ait le temps aussi de parler ensuite de concrètement comment on démarre un système régénératif pour un potager avec des exemples. Par exemple. Bon, alors Hervé Covès, il a mis en lumière et insisté fortement sur un autre processus crucial d'eau biotique invisible, qui est très très important, c'est la captation de l'eau atmosphérique par les feuilles des plantes, des arbres, etc. Et alors, de la même manière que pour les saprophytes, il y a des conditions, il faut qu'il y ait du mulch et il faut qu'il y ait du bois mort pour que les saprophytes existent. Là, il y a des conditions, il faut qu'il y ait du mulch, sinon il n'y a pas les micro-organismes qui vont être importants pour ça, je vais expliquer. Mais capter l'eau atmosphérique, ça veut dire créer une différence de température. Là, dans la pièce, il y a de la vapeur d'eau, c'est un gaz. Si on baissait la température, ou si tu as une vitre froide en hiver, tu vas avoir une condensation, donc ça passe du gaz à des micro-gouttes d'eau liquide. Et les feuilles, elles sont capables de alors les feuilles ont des éléments sur leur surface, soit des poils, soit des idioblastes. Elles sont équipées. Voilà. Non seulement pour, dès qu'il y a une petite différence de température, se recouvrir, donc condenser l'eau sur leur surface, mais l'intégrer
dans la sève qui descend, la sève élaborée qui descend aux racines. Et c'est là où il y a 2 cas possibles. Soit ma plante, elle est non seulement mycorhizée, mais endomycorhizée, avec la connexion entre l'intérieur du champignon et la sève de la plante. Et alors, cette eau captée par la plante pourra être rejetée dans les endomycorhizes et humidifier le sol. Mais si elle n'est pas endomycorhizée ou si elle n'est pas mycorhizée du tout, c'est le cas de nos cultures, de nos tomates, de nos aubergines, etc., cette eau qui est là sur les feuilles reste et peut engendrer des maladies cryptogamiques comme le mildiou ou l'oïdium, parce que il y a trop d'humidité sur la feuille, par exemple. Donc, encore un problème de l'agriculture. Donc, s'il y avait ces endomycorhizes, et donc ça montre quoi? Ça montre qu'au lieu qu'il y ait simplement la fameuse évapotranspiration dont tout le monde nous parle, c'est-à-dire que l'eau qui monte du sol par les racines et qui est évaporée et perdue dans l'atmosphère, on va dire, par les plantes, il y a le processus exactement inverse où quand la plante est un peu plus à l'ombre, quand il fait plus frais, quand elle est en sous-étage, la nuit, toutes les conditions qu'on va créer pour créer ce fameux delta T, la fameuse différence de température, avec des endroits hauts, des endroits bas dans le système, je ne détaille pas, tout ça va aider, mais si on fait ce qu'il faut, on va capter de l'eau, et donc la plante devient un transmetteur d'eau du ciel, de l'air, vers le sol. Donc, c'est le processus inverse de l'évapotranspiration. Et ça a été mesuré, Hervé Couvet cite des études, où ce cycle peut avoir lieu, par exemple, 6 fois par 24 heures. Ça veut dire qu'à des moments, elle fait de la photosynthèse, elle évapotranspire, et à d'autres moments, elle se resserre de l'eau qu'elle vient de mettre dans l'air, sous forme de vapeur d'eau, elle le remet dans le sol pour pouvoir ensuite recommencer à faire de la photosynthèse. D'accord? Donc c'est vraiment crucial, ça veut dire que la même eau est réutilisée. On ne perd plus la ressource. Les plantes ne consomment plus d'eau quand on a cette vision biotique. Les plantes font tourner l'eau, elles maîtrisent ces flux d'eau dans les 2 sens. Ouais, les captes. Voilà. Donc ça, c'est crucial. Ça, c'est hyper important parce que c'est quand même une vraie réponse, effectivement, à toutes les infos et intox qu'on entend par rapport au climat. Complètement. Donc, en permaculture, même avec même avec une variation importante des climats, celle que l'on connaît actuellement et qui va en plus évoluer, et ces systèmes-là, ça peuvent s'adapter. Ah, mais complètement. Mais en fait, c'est nos systèmes à nous qui ont créé ces problèmes. Les systèmes naturels, ils n'ont pas de problème de climat. Et en fait, plus il fait chaud, en plus ce phénomène est efficace. Et il donne des chiffres, des captations équivalents à 30 mm de pluviométrie sur 10 jours en pleine période de sécheresse en septembre 2019 en Corrèze, par exemple. Ils ont calculé ça en équivalent. C'est une bonne averse qui est tombée sur 10 jours, alors que les autres étaient en sécheresse totale tout autour. Simplement parce que son écosystème était conçu comme il faut en permaculture, on va dire, en tout cas suffisamment pour faire cette captation de l'eau atmosphérique de manière efficace. Voilà. Donc c'est encore une autre forme d'eau invisible, biotique, parce que, encore une fois, s'il n'y a pas la connexion des champignons endomycorhiziens, ça ne fonctionne pas. Ça peut même engendrer des maladies. Donc, c'est vraiment une forme d'eau biotique. Donc, c'est cette grande bascule. Moi, je pense que la nouvelle science qu'on est en train, que j'appelle à naître, que les Australiens ont créé il y a déjà 40 ans, 50 ans, mais qui traîne un peu en France, c'est ça. C'est passer d'une vision abiotique du monde à une vision biotique du monde et de l'eau. Accepter que le monde est fondamentalement biotique. Et ça change tout, en fait, et tout notre futur, voilà. Donc, c'est comme ça que nous, on va pouvoir travailler, mettre en place des systèmes, même sur des systèmes régénératifs, même sur des systèmes dégradés, des sols dégradés, des climats très difficiles. On va se baser sur ça. Donc, la clé, c'est, encore une fois, les micro-organismes. Mais pour ça, il faut faire ce qu'il faut pour qu'ils puissent être très efficaces. Alors, dans tes formations dont on va parler, d'abord parce qu'elles sont rares et qu'en plus elles sont accessibles, donc c'est important que ça soit connu pour ceux qui s'y intéressent. Tu expliques concrètement comment on démarre un système régénératif pour le maraîchage ou le potager. Est-ce que tu peux nous dire 3 mots ? Oui. Déjà, première chose, on va mettre en ligne dans les jours qui viennent sur la chaîne YouTube Permaculture sans frontières quelques vidéos très brèves, une de à peu près une demi-heure qui expliquent un petit peu tout ça. Bon, c'est pas
comment on démarre un système. C'est comme une des façons de démarrer un système régénératif à partir d'un sol aussi mauvais soit-il, pour tout de suite produire des tomates, des salades immédiatement, sans attendre qu'il y ait de la fertilité, beaucoup d'humus qui soit stocké dans le système. On démarre directement justement avec cet humus microbien, c'est-à-dire cette activité nutritive et qui abreuve les racines des micro-organismes. Donc l'idée, c'est qu'on commence par mettre en place des plantes compagnes ou des plantes fertilitaires, c'est-à-dire des plantes qui sont capables de fertiliser, qui seront capables après de fertiliser nos cultures. Mais essentiellement, elles font quoi, ces plantes? Elles créent la perméabilité du sol pour que l'eau puisse rentrer, et elles créent la perméabilité aussi à l'air pour que l'air puisse rentrer, pour que ces micro-organismes travaillent, bactéries, champignons, tout ce dont on a parlé travaillent et nourrissent elles-mêmes leurs propres racines, mais aussi les racines de nos tomates, de nos salades qu'on va ensuite mettre dans cette petite jungle. En fait, on cultive dans une petite jungle d'une certaine manière. D'accord ? Et donc, comme il y a beaucoup de diversité et de densité, on n'a plus les concurrences, on n'a plus de mauvaises herbes, on n'a plus besoin de désherber, on n'a presque plus besoin d'arroser, voire plus du tout, si on fait les choses bien. Donc évidemment, on va se baser sur des plantes pionnières, capables de démarrer dans des mauvais sols, quels qu'ils soient. Voilà. Donc, vous verrez dans la vidéo, je les cite, les plus importantes, les plus utilisées, les plus faciles. Ce sont en général des espèces donc pionnières qui sont en général soit fourragères, soit oléifères, soit utilisées en engrais vert, dont la graine est très peu chère. C'est pas du pois chiche à 4 € le kilo à la Biocoop, parce que c'est des graines de fourrage ou de grande culture, on va dire, d'oléifères, etc. Et donc, on va avoir des légumineuses, par exemple, indispensables, la vesse, la fèverole, la luzerne, en plus, la luzerne est vivace, le mélilo, par exemple, etc. Bon, il faudrait détailler un peu plus, parce que le mélilo, c'est très grand, la luzerne, c'est une liane, on les utilise pas exactement de la même manière, mais on va quand même les mettre dans nos systèmes pour faire cette jungle. Et puis, il y en a d'autres. On va mettre, par exemple, des crucifères qui sont intéressantes pour tout un tas d'autres raisons. On va mettre de l'ail, de l'oignon, du poireau qui sont intéressantes aussi pour les maladies, le contrôle des maladies. On va mettre des petites pommes de terre. Il faut acheter ça en coopérative agricole. On n'achète pas des grosses pommes de terre où au kilo, il y a 10 pommes de terre. On achète de la grenaille, voilà, pour en avoir beaucoup au kilo. Ça coûte pas cher. Parce que la pomme de terre, tout de suite, ça fait, à l'échelle de notre jungle herbacée, là, ça fait comme un arbre, ça fait un gros parasol. Donc, tout de suite, il y a de l'ombre dessous, donc tout va marcher mieux là-dessous. Ça fait des racines, après il va y avoir des racines et des tubercules qui vont mourir. On va pas les arracher, on va les garder. Ça va mourir dans le sol, ça va nourrir des organismes, etc., etc. On peut mettre de la bourrage qui fait beaucoup de biomasse racinaire et quand elle meurt, ça injecte. Quand ça pousse, ça fait de la fertilité. Quand ça meurt, ça fait de la fertilité. Voilà. Donc on cultive dans une jungle, donc c'est un changement de paradigme, ça change l'organisation du travail, ça produit beaucoup plus, avec beaucoup moins de travail, au moins 10 fois plus au mètre carré, et beaucoup moins de travail, mais c'est une organisation de la récolte et du travail qui est différente, et donc il faut une transition pour accompagner les personnes. Voilà. Et avec ça, on sort du discours anxiogène, on sort de l'éco-anxiété, et on peut sauver la planète et l'humanité si on revient juste à ce qu'on a toujours su, ce que la nature nous a enseigné. Complètement. Et Bill Mollison, il a une phrase merveilleuse. Alors que les problèmes du monde deviennent de plus en plus compliqués, la solution reste honteusement simple. Ben voilà. C'est un bon résumé de tout ce que tu nous as dit. Alors, pour ceux qui souhaitent te rencontrer, donc tu organises aussi des sorties botaniques et plantes comestibles. Donc là, ce week-end, le 26 avril, tu seras à la foire bio de Signes, oui. C'est ça. Oui. Donc, tu proposes une sortie botanique le samedi et le dimanche, une conférence. Oui, surtout ça dont on vient de parler là. Voilà, et en plus, la conférence, il y aura un très long temps d'échange questions-réponses où les gens sont très friands puisque ceux qui s'intéressent au sujet, ils peuvent directement te demander des choses. Là, on aura un lieu et du temps tant qu'on veut pour discuter. Voilà. Ensuite, tu as donc deux formations tu as pas mal de formations qui sont prévues donc dans le Var. La première, elle démarre le 1er mai, c'est ça ? 3 et 4. Le 3 et 4. Donc c'est le week-end. Ça, c'est une formation botanique ? Oui. Base de botanique, plantes sauvages comestibles et utiles pour la permaculture et les systèmes régénératifs. D'accord. Donc, en fait, ce que peuvent faire les personnes pour communiquer avec toi, pour voir un peu ce que tu proposes, je rappelle que tes formations, elles sont vraiment très, 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 très accessibles.
Et je dirais que ça fait partie finalement de cette sagesse que de transmettre pour que toi, tu puisses continuer à le faire et que les gens puissent se l'offrir aussi. Oui. Il y a vraiment un bel équilibre là-dedans. Donc, toutes tes dates, elles sont sur ton site, donc Permaculture sans frontières. Dans l'onglet calendrier. Dans l'onglet calendrier. Donc, il y en a en juin, il y en aura en juillet aussi. Voilà, et puis c'est assez rare, hein. La formation en permaculture dans notre région, elle est rare. Donc nous, on va la relayer dans nos réseaux. Et merci encore, Éric, de nous partager ta manière de penser la permaculture, qui nous permet de mieux comprendre comment ça fonctionne et qui donne envie de s'y intéresser, quoi. Parce qu'il y a quand même un côté de sagesse, de réparation, de pouvoir tous se nourrir sainement, de façon écologique. Franchement, ça nous apparaît presque comme du rêve à l'heure actuelle. Et économique. Excédentaire en énergie. Et en argent, donc. Parce que si on produit, en investissant très peu, on produit des choses, on peut les vendre, on s'enrichit. Et puis demain, on va manquer de bois. On en manque déjà, mais bon. Pour l'instant, on l'importe. Mais si aujourd'hui, on arrêtait les importations, on ne se nourrit pas. Hein. On n'a pas de bois, on n'a pas de table, on n'a rien. Hein. On n'est plus autonome en rien. Et si on manque de bois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est un problème. Il faut reforester absolument. Il faut reforester. Voilà. C'est pour ça que certains s'y emploient. Hein. Mais bon, il faudrait peut-être faire changer aussi la loi, parce que débroussailler les sous-bois et enlever le bois mort des forêts égale fabriquer les incendies de demain et d'après-demain. Et c'est exactement le contraire de ce qu'on entend en permanence. Et oui, pourquoi? Parce que l'eau ne peut pas s'infiltrer. Captation de l'eau atmosphérique, il faut les sous-bois, et ça profite, il faut la matière organique. Allez, on vous invite tous à aller sur le site de Permaculture sans frontières. Merci beaucoup, Éric, pour ta présence et pour tout ce que tu nous as partagé. La soirée continue bien sûr sur Zinzine avec un super programme qui vous a été concocté. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye bye.